Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. Un atelier qui a pour but de nous projeter dans le monde de demain pour voir quelles sont les perspectives et quels sont les enjeux pour les travaux publics. Alors, petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez pouvoir tout au long de cet atelier nous envoyer des questions. Pour cela, c'est très simple, vous prenez votre smartphone, vous flashez le QR code qui s'affiche. Vous avez également des hôtesses qui normalement doivent passer avec un carton pour vous permettre de flasher ce QR code. Vous accédez à une plateforme et vous nous envoyez vos questions. On prendra bien sûr le temps d'y répondre à l'issue de la table ronde. Alors pour nous accompagner également durant cet atelier, nous avons ici présent Nicolas qui est dessinateur. Il est là pour restituer en images nos échanges, voilà, les différents sujets qu'on va aborder au cours de la table ronde. Il va réaliser ce qu'on appelle une frise d'idéation, voilà, et on verra le résultat tout au long de l'atelier et aussi à la fin de l'atelier. Alors, le monde du travail est bousculé par la digitalisation, par les nouvelles technologies, par la transition écologique, mais également par les nouvelles attentes des collaborateurs et des jeunes générations. Alors, pour tout ça, et bien évidemment, a des conséquences en matière de compétences, en matière de formation. Et pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Françoise Sœur, Sylvie d'Angelzer, Dominique Turc et Olivier Franti. Bonjour à toutes et à tous. Alors, un petit tour de table pour vous présenter tout au bout. Donc, Françoise Sœur, vous êtes responsable du développement de la formation chez Vinci Construction. Sylvie d'Angelzer, jusqu'à il y a très peu de temps, vous étiez directrice du département People Development et Learning chez L'Oréal. Dominique Turc, vous êtes prospectiviste, vous êtes président de l'Institut Boost Zone. Alors, c'est un centre de recherche en prospective sur l'impact des tendances technologiques, sociologiques, culturelles, économiques sur le monde du travail, sur le management, sur la société en général. Et à mes côtés, Olivier Franti, vous êtes associé et président de Humans Matter, qui est une entreprise internationale de design cognitif. Voilà. Alors, selon le rapport sur l'avenir du Forum économique mondial, 50% des employés d'aujourd'hui devront avoir une requalification d'ici 2025. Et 2025, c'est demain. Donc, Françoise Sœur, je vais vous passer la parole pour nous dire déjà au sein de votre entreprise, Vinci Construction, quel constat est-ce que vous faites en matière d'évolution des compétences? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nos métiers évoluent. Hein, vous pouvez le constater également en parcourant le forum, avec une part de nos activités qui reste cependant traditionnelle, assez classique, et puis une part par contre qui est déjà très digitalisée et qui poursuit une digitalisation assez rapide. Et je pense notamment à toutes les phases amont et tout ce qui se passe au niveau des bureaux d'études. Par rapport à ça, alors attention, il ne faut pas opposer les deux non plus, pas du tout. On voit bien que même si le BIM par exemple, hein, puisqu'on en parle beaucoup et c'est connu, le BIM est quand même assez présent et se déploie régulièrement, c'est quand même pas systématique puisqu'on a besoin que l'ensemble des acteurs soient à le même niveau pour qu'on puisse le mettre en place. Maintenant, si on prend ce regard-là, cet angle-là, nous on a un regard particulier sur les personnes qui travaillent avec le BIM et on attend d'elles en entreprise qu'elles aient quand même une expérience terrain pour ne surtout pas être déconnectées justement de cet aspect traditionnel et terrain de nos activités. Donc la digitalisation ne s'affranchit pas des compétences terrain, des compétences pratiques et maintenant elle est quand même présente à tous les niveaux et notamment par exemple au niveau, on voit bien qu'il y a beaucoup de dématérialisation de documents, notamment des fiches de paye. Même si on n'est pas sur une activité purement métier, on voit bien qu'il y a besoin de compétences minimales pour manipuler de la digitalisation et de tout ce qui est numérique. Donc notre constat au sein de Vinci Construction, c'est que les compétences évoluent vers un besoin de polyvalence, en digitalisation, mais tout en conservant une composante terrain très forte.
Alors, Sylvie d'Angelzer, vous évoluez Oui. dans un tout autre domaine, hein, celui Sûr. des cosmétiques, L'Oréal, mais pour autant, vous êtes également, dans votre secteur, impacté par la digitalisation. De quelle manière? Oui, en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est même si c'est deux univers très très différents, en fait, il y a d'énormes points communs, parce que comme vous le disiez, le World Economic Forum a vraiment montré que tous les métiers sont aujourd'hui impactés par, d'une part, la révolution numérique, mais d'autre part, la révolution écologique. Et en fait, en discutant avec ma collègue, on s'est rendu compte que finalement, on avait les mêmes enjeux, simplement, que ce soit dans le green ou dans la digitalisation, le vrai sujet dans les entreprises, c'est de se poser pour regarder chacun des métiers, chacune des fonctions et de voir en quoi ça impacte. Donc ce matin on entendait parler de biomimétisme, nos chercheurs ils sont obligés de se mettre aussi au green science. Donc il y a probablement plus de convergence qu'on imagine, mais ce qui nous rassemble surtout, c'est l'incroyable impact qu'on doit avoir et qu'on doit développer en termes de développement des compétences. On n'a jamais eu ça avant à ce point-là. Auparavant on avait des compétences qui duraient 10 ans, aujourd'hui elles durent quoi, 2-3 ans, et on doit donc changer les modalités d'apprentissage parce qu'on a tous des enjeux qui sont juste énormes en termes de compétences. Quel que soit le secteur, hein, Quel que soit le secteur, franchement, je pense que ça nous rassemble tous. Alors, François Sœur, on voit qu'il peut y avoir une rupture entre ceux qui maîtrisent des outils et ceux qui les maîtrisent moins, voire pas du tout, voire qui n'y ont pas accès. Comment on fait pour gérer ça? Donc effectivement, il y a un écart qui existe, ça c'est certain, avec d'un côté des collaborateurs qui pratiquent le numérique au quotidien, vraiment sur l'ordinateur en permanence, et d'autres collaborateurs qui n'y ont besoin ou qui n'y accèdent que ponctuellement dans un environnement professionnel. Maintenant, c'est aussi à nous, formateurs et managers, de veiller à conserver le lien entre ces équipes, puisqu'il ne faut surtout pas qu'on crée deux mondes parallèles, avec un qui serait excessivement numérique et l'autre qui serait exclusivement terrain. On a absolument besoin des deux, ils se complètent. Et voilà, donc ça c'est quand même vraiment important. Ensuite, on a aussi des formations à l'usage du numérique qui existent, comme PIX par exemple, qui est un service public en ligne qui permet donc d'évaluer, de développer et de certifier ses compétences numériques, accessible à tout niveau, y compris des personnes qui n'ont pas du tout de compétences numériques. Maintenant, c'est sûr on ne peut pas les laisser seuls pour apprendre, il faut accompagner. Les accompagner, un accompagnement absolument indispensable. Mais ce qui est à noter également, parce que là on parle surtout de compétences purement métier ou digitales, il ne faut pas oublier que pour accéder à ces compétences digitales, on a absolument besoin aussi d'un minimum de maîtrise de la langue française. Sans savoir lire, le français, c'est aussi compliqué d'accéder à certaines fonctionnalités ou à certains outils digitaux. Donc il ne faut pas éluder l'environnement nécessaire pour pouvoir développer tout un ensemble et pour pouvoir développer des compétences professionnelles. Il y a vraiment aussi d'autres choses collatérales. Alors vous évoquez toutes les deux une accélération de ces évolutions. Dominique Turc, quel regard est-ce que vous portez sur cette accélération, l'évolution des compétences? Est-ce qu'on peut parler de rupture? En fait, je suis un petit peu embêté pour répondre à la question parce que j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Autrement dit, dans les années 70, on disait « Oh là là, l'informatisation des entreprises, il va falloir changer les savoir-faire de tout le monde, etc. » Dans les années 90, c'était le début d'Internet. « Oh là là, on va avoir Internet, il va falloir changer les capacités de tout le monde. » En fait, on y est toujours. Alors, on peut regarder ça comme le verre à moitié vide, ça veut dire qu'il y a des challenges, etc. Ou comme le verre à moitié plein, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. On va faire plein d'autres choses avec toutes ces technologies. On va pouvoir aider les gens à se développer encore plus, etc. etc. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à avoir le côté optimiste. Cela étant, il y a effectivement une rupture possible entre certaines catégories, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors, have et have not, ça dépend un peu de quoi on parle, mais en gros, il y a ceux qui auront des compétences et ceux qui n'en auront pas. Ça, c'est le côté technologique, mais je crois qu'il faut aussi aller plus loin. Il y a aussi des ruptures du côté sociologique. C'est-à-dire qu'on a une société qui est en train d'évoluer très rapidement, avec des attentes, notamment sur le plan écologique, comme on soulignait tout à l'heure, mais aussi sur le plan de la vie, tout simplement. On a des envies différentes. Alors on dit qu'on veut du sens dans sa vie, peut-être que c'est du sens, mais en tout cas on veut de l'enthousiasme. On a des gens qui ont envie de devenir autre chose, de faire autre chose. Et là, je pense qu'on a des vrais challenges qui ne sont pas simplement technologiques. Et pour rester encore, juste une dernière parenthèse sur la technologie, bon, le digital et la numérisation, c'est sympa, mais on n'a encore rien vu.
C'est-à-dire que bientôt, c'est l'intelligence artificielle qui va vraiment envahir la plupart de nos domaines. C'est les neurosciences, on va en parler tout à l'heure, et c'est la biologie. Alors la biologie, non seulement telle qu'on l'a vu un petit peu tout à l'heure en biomimétisme, mais la biologie dans le sens de ce que nous sommes, de comment est-ce que nous allons nous-mêmes nous transformer. Donc on a des formidables opportunités de transformation dans les années à venir, à nous de savoir individuellement et collectivement nous y adapter. Alors, Olivier Fronti, cette digitalisation accrue, a quelles conséquences d'un point de vue cognitif? Alors, en fait, pour répondre à cette question, il faut déjà passer sur la question de qu'est-ce que c'est qu'acquérir une compétence, acquérir une compétence de manière consciente et qui nous permet derrière de la répliquer dans des environnements. La porte d'entrée de tout ça, et vous voyez aujourd'hui, et dans cet environnement, combien ça va vouloir dire des choses, c'est l'attention. Donc la première condition pour acquérir une compétence, c'est d'être attentif, et attentif de manière consciente. Alors on apprend des choses de manière inconsciente, mais dans la compétence, il va falloir derrière, en fait, qu'elle trouve un système d'ancrage. Dans ce système d'ancrage, il va falloir traiter, en fait, il y a un temps, donc ça veut dire que le temps a son importance, en fait, dans l'acquisition d'une compétence, et que ça doit ouvrir derrière des activités de traitement, d'aller rechercher en profondeur ce que je suis en train d'apprendre. Donc il y a cette conscience et ce traitement. Le troisième élément, c'est un élément de confrontation à l'autre. C'est-à-dire qu'une compétence ne s'acquiert que s'il y a une cognition sociale, c'est-à-dire un lien avec les autres, ce qu'on appelle la transférabilité, c'est-à-dire que je suis en capacité de pouvoir raconter ce que je suis en train d'apprendre à d'autres. Et donc cette étape est aussi indispensable en fait à l'acquisition d'une compétence. Et puis ensuite, il y a un phénomène qui est le phénomène de réflexivité, ce qu'on appelle réflexivité, c'est-à-dire ma capacité en fait à pouvoir me dire moi-même que j'ai acquis cette compétence. Et alors, quand on parle de la digitalisation, vous voyez la clé d'entrée, celle de l'attention, qui est pour nous activement en jeu dans la digitalisation. Ce qu'il va falloir, c'est effectivement travailler sur ces mécanismes d'ancrage et derrière, en fait, de pouvoir, à partir d'une attention focalisée, je dirais apprendre. Mais ce qui est en jeu aussi, c'est pas d'apprendre de manière automatique, mais apprendre à apprendre. C'est-à-dire prendre du recul, en fait, sur la compétence que je suis en train de développer. Alors vous parlez d'attention, on sait que c'est vraiment quelque chose de crucial dans un univers ultra connecté, où on est souvent, notamment les jeunes générations, sur plusieurs écrans en même temps. Et là, ça veut dire qu'il faut également adapter l'information à ces nouveaux usages, finalement. Oui, tout à fait, bien sûr. Il faut les adapter, il faut leur donner de la durée, c'est-à-dire que il ne faut pas considérer que c'est en un seul moment que ça acquiert cette compétence. Donc on va étirer le temps. Le digital nous permet cela, de tirer le temps, et plutôt d'aller dans une logique de parcours. C'est-à-dire de parcours presque tout au long de sa vie sur l'acquisition, et qui va permettre de mener de la profondeur et de travailler dans une logique tout au long de sa vie. Alors, on va voir du côté des entreprises. François Soeur, peut-être démarrer par vous, comment vous adaptez les formations à toutes ces évolutions qu'on vient de voir, pour répondre à ces enjeux d'attention, d'accompagnement. Donc oui, effectivement, alors on a de la chance parce qu'il existe de très nombreuses modalités pédagogiques qui sont possibles et que l'on peut appeler. Donc là, on a vu ces 2 dernières années où on a énormément fait à distance, peut-être même un peu trop. Par contre, on peut avoir du synchrone, de l'asynchrone, on peut avoir du e-learning, des personnes, elle est autonome, elle avance dans un premier temps seule, et puis ensuite elle est plutôt intégrée dans des modalités où il y a davantage d'interaction. Ce qui est extrêmement important à mes yeux, c'est vraiment de préserver, comme le disait Olivier Fronti, c'est l'interaction avec l'autre, puisque c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et donc ne surtout pas isoler le collaborateur qui est l'apprenant, puisque même en étant adulte, s'il a une très forte motivation et qu'il est dans une dynamique et qu'il a réellement envie d'apprendre, il ne faut surtout pas le laisser seul. Donc s'appuyer sur différentes modalités qui se succèdent pour capter, pour conserver l'attention et la motivation du collaborateur. Donc oui, effectivement, on est davantage sur des notions de parcours que sur des formations ponctuelles. Alors,
chez L'Oréal, Sylvie d'Angelzer, comment ça se passe? En fait, on a tous été impactés par le digital et le learning en premier. Donc, heureusement que pendant cette période de confinement, on a pu former quand même nos collaborateurs à distance. Ça a été une chance. Tout le monde a finalement appris à le faire. On en a abusé, hein. Mais en tout cas, chez L'Oréal, on a réussi à former 100% de nos collaborateurs pour la première fois toute l'année, grâce quand même à ces nouvelles technologies. Donc, ça a quand même du bon. Mais il y a saturation aujourd'hui. Voilà, je crois que ce que disait Olivier est tout à fait juste. On entre dans un monde où apprendre à apprendre va venir la compétence première. Et chacun apprend différemment. Je suis sûr que dans la salle, les gens savent, ils sont visuels, ils sont auditifs, ils s'apprennent avec les autres. Enfin voilà, on est multimodalité. Et par contre, s'en rendre compte, c'est très important parce qu'on peut avoir des exclus de l'éducation, des gens qui pensent que l'éducation c'est comme à l'école et qui ont quelque part un rejet par rapport à l'école. Et il faut les rassurer sur le fait qu'il y a une dimension humaine effectivement très importante et que chacun va apprendre avec son style. Donc je pense qu'on est dans l'ère plutôt d'adapter complètement les dispositifs de formation pour faire toutes les modalités possibles, les proposer et surtout travailler sur quelque chose qui pour moi me semble vraiment indispensable, c'est... On disait le sens, quel sens ça a pour moi d'apprendre? Si on ne travaille pas sur la motivation, si on ne travaille pas sur le désir profond d'apprendre, pourquoi j'irais m'enquiquiner d'aller suivre un truc de e-learning pendant 1 heure, voilà. Donc en fait, on doit en même temps qu'on propose plein de solutions, un choix de solutions d'apprentissage, je pense qu'il faut profondément travailler sur le désir d'apprendre. Et pourquoi on aurait envie de le faire? Comment on a envie de se réinventer demain? Est-ce qu'on a envie de faire un autre métier? Est-ce qu'on a envie d'être meilleur là-dedans? Est-ce qu'on a envie d'être accompagné, mentoré? Voilà. Et si on travaille sur cette motivation, et pour ça il faut du temps, et c'est du temps long, et c'est pas ce monde VUCA rapide, où on va trop vite à faire tout, mais c'est le temps long, se poser... Donner du sens finalement, c'est ce qu'on voilà. Et en tant qu'entreprise, ça sert à rien d'avoir 10 000 solutions pour les gens, si à un moment donné ils n'ont juste pas le temps de se poser pour réfléchir au fond, tiens, pourquoi j'irai apprendre? Et les gens qui ont travaillé par exemple sur le décrochage scolaire, ils ont exactement les mêmes enjeux. Il faut retravailler sur le désir. Alors, apprendre à apprendre, on parle beaucoup des soft skills qu'on oppose aux hard skills. Quel est votre point de vue là-dessus? Olivier Fronti, peut-être. Peut-être juste, je voulais intervenir hein, sur le facteur attention, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Il y a une étude qui a été réalisée sur le jeu qui s'appelle Warcraft, hein, donc l'art de la guerre, hein, c'est d'actualité. Une étude qui a été menée sur 6 ans et on a calculé le nombre de temps passé par les joueurs sur ce jeu et qui correspond à 6 millions d'années cumulées. Hein, donc aux alentours de 90 jours par joueur sur ce jeu. Il y a du plaisir, hein, du désir sans doute, hein, et je dirais que tous les registres sont utilisés pour vous faire ce parcours sur 87 jours ou 90 jours. Il y a une forme d'addiction aussi, on peut dire. Une forme d'addiction hein, qui est important, mais ça veut dire que notre cerveau est en capacité de pouvoir suivre un récit. Et le récit, on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, mais le récit est clé, c'est une forme de soft skills. Hein. Enfin, moi, je n'aime pas trop la distinction entre soft skills et hard skills, parce que l'un et l'autre coexistent. C'est-à-dire que je ne peux pas apprendre mon métier si je n'ai pas non plus la capacité à avoir de la sensorialité, à travailler sur les émotions, et en fait à acquérir le métier. C'est aussi savoir toucher, c'est aussi savoir sentir, c'est aussi... je dirais évidemment parler, voir, enfin, ça fait appel à un univers multisensoriel. Donc on peut pas décrocher le soft du hard là. C'est notre cerveau encore une fois qui est très binaire et qui essaie de mettre dans des cases, mais ça ne correspond à rien dans la capacité d'apprendre. Je vous vois réagir, Sylvie d'Angelzer, vous êtes d'accord avec ça? D'accord, on les oppose, il ne faut pas les opposer, et en plus les soft skills, comme on les a, elles sont ancrées en nous, c'est notre façon d'être, elles sont encore plus hard à obtenir, oui. Alors quelque part les hard skills, bon, bah, c'est technique, c'est assez froid. Non, mais je pense qu'on est dans un mélange des deux, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on revient vraiment à la notion humaine. Voilà, on apprend avec les autres, on n'apprend pas en étant imposé, on apprend en prenant le temps, etc. Et le jeu nous apprend beaucoup. Moi, je dis souvent que quand il n'y a plus de fun, il n'y a plus de learning. Honnêtement, si c'est chiant, t'as pas envie, quoi. C'est même... Donc, on peut s'inspirer aussi des jeux pour rendre l'apprentissage ludique, et même pour des sujets sérieux. Et puis rendre l'apprentissage humain. Je vois là, ça fait 2 ans qu'on a très peu de présentiel. Les gens saturent, ils sont en ligne, avec leur smartphone en train de faire des mails et SMS, en train de faire autre chose. On a un problème d'attention, et là, il n'y a pas de learning. On ne peut pas dire qu'il y a du learning. On passe de l'information, on peut faire des petites choses, mais on ne peut pas faire de transformation.
Voilà. Donc il faut prendre le temps avec les gens de les mettre dans des salles ensemble avec les autres. C'est comme ça qu'on apprend, avec des systèmes de mentorat, avec des systèmes de vraiment où on transmet de l'expérience. L'expérience ne se met pas en boîte, ne se met pas dans un truc codé, quoi. Alors, on parle beaucoup des neurosciences et du rôle qu'elles jouent dans les apprentissages et dans les méthodes d'apprentissage. Dominique Turc, quels enseignements est-ce qu'on en tire aujourd'hui de ces neurosciences, dont on parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui comme enseignement? Plein. Mais juste avant, je voudrais faire un petit complément par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment sur les jeux. D'abord, effectivement, il faut de la motivation pour jouer et on la retrouve. Mais il y a une très très bonne neuroscientifique qui s'appelle Daphné Bavelier, vous pouvez trouver ses références sur Internet, qui a regardé l'acquisition à travers les jeux d'un certain nombre de soft skills, et notamment comment constituer une équipe, comment résister au stress, comment prendre son temps, etc. Elle a travaillé que sur les jeux de guerre, en plus, World of Warfare, etc. Et franchement, ça vaut le coup de regarder ça, parce que c'est une neuroscientifique qui dit, attention, ben, les jeux, c'est aussi une façon d'apprendre. Ne la négligeons pas, surtout pour les soft skills. C'était une parenthèse. Ce que je voudrais aussi ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que nous sommes des êtres humains. Donc on a besoin de contacts humains. Et les contacts humains, c'est évidemment ceux qu'on va trouver notamment dans la formation. C'est par la formation qu'on va apprendre. Donc dans une salle, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie, il n'y a pas que le digital. Il faut faire assez attention d'ailleurs à ne pas jeter l'expérience avec l'eau du bain digital. C'est-à-dire que l'expérience, ça reste quelque chose d'extraordinairement important. On avait il y a quelques minutes une vidéo sur Tchernobyl. Bon. On va avoir besoin dans les 20, 30, 50 prochaines années de mémoire sur ce qui s'est passé là, s'il faut de nouveau démonter ça. La mémoire, c'est l'expérience, c'est les hommes, c'est pas que les dossiers qui ont été remplis au moment de la construction, c'est tout ce que les individus ont appris dans chaque détail qui n'est pas codifié, mais on a besoin d'eux. D'ailleurs, un des problèmes aujourd'hui en France, c'est que démonter les centrales nucléaires, c'est pas facile, parce que les gens qui les ont construits, ils sont plus là. Bon. Donc il y a vraiment tout un travail à faire sur la valorisation de l'expérience, l'acceptation de l'expérience. La capitalisation aussi de l'expérience. La capitalisation, le vrai, il n'y a pas que le digital. Il n'y a pas que le digital comme challenge. On a un vrai challenge d'apprentissage. Pardon, mais je sais que dans les travaux publics, cette capitalisation de l'expérience est un enjeu fort. Comment vous réagissez par rapport à ça, Françoise Sœur? Oui, tout à fait. Effectivement, on a les retours d'expérience sur les grands projets, mais même sur les projets classiques, sur les projets plus réguliers, sont extrêmement importants, puisque contrairement à l'industrie, chaque chantier est unique. On ne fait que des prototypes. On ne fait pas de série. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se repose les questions, on déploie des nouvelles, on fait évoluer nos méthodes par rapport à ce qu'on a vécu sur le chantier précédent. Et il est d'autant plus important du coup de le partager, puisque on a bien vu que les personnes, avec le reportage effectivement juste avant sur Tchernobyl, mais c'est emblématique comme projet, mais sur d'autres projets c'est le même principe. Les personnes ont un vécu, elles ont une mémoire qui leur est propre et dont on a besoin, mais elles peuvent aussi transmettre, expliquer et partager. Et ce retour d'expérience est essentiel. Et tout le monde apprend de ce partage de retour d'expérience. À la fois ceux qui l'ont préparé pour le transmettre, et puis ceux qui l'écoutent. Et le fait de préparer un retour d'expérience, pour moi, ça participe aussi à ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est la réflexivité. C'est-à-dire par rapport à une action que j'ai menée, par rapport à des décisions que j'ai prises, je prends du recul, j'observe ce que j'ai fait, je prends ce recul, je porte un regard différent sur ce que j'ai pu faire, j'échange idéalement avec un père ou avec un formateur ou quelqu'un qui peut m'accompagner là-dessus, puisque même si l'adulte peut être autonome en formation, il n'est certainement pas seul et certainement pas isolé. Donc ce partage d'expérience profite autant à celui qui le prépare et qui l'exprime qu'à celui qui le reçoit. Et on rejoint encore une fois l'échange et l'interaction dont il était question tout à l'heure. Et idéalement, quand on est dans du multisensoriel aussi, donc quand ça peut être sur chantier, en phase, en conditions de travail réelles, en situation réelle de travail, là, on est dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, bien sûr, des vidéos ou des échanges comme on a aujourd'hui, c'est toujours bénéfique aussi. Alors comment on s'y retrouve? Parce que vous évoquez les multiples méthodes de formation, ça évolue, ça bouge beaucoup. On demande aussi aux collaborateurs d'être de plus en plus autonomes face à la formation. Comment on fait pour que ça fonctionne, Sylvie Nongelzer? Moi, je pense que ça doit fonctionner surtout au quotidien, dans le travail d'abord. Parce qu'en fait, on avait pris l'habitude de dire, tiens, on va s'inscrire dans un plan de formation, on vous met ça l'année prochaine. Aujourd'hui, on apprend au quotidien dans ce qu'on fait.
Et on a des multiples occasions d'apprendre. Donc dans l'idée de rendre chacun autonome, c'est que dans la situation de travail elle-même, avec son manager, avec ses collègues, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux me transmettre? Je pense que réapprendre à se transférer de l'information, de la connaissance, de l'expérience, apprendre à faire du storytelling par exemple. De se parler, etc. C'est pour ça que les compétences humaines sont vraiment essentielles. Parce que ce partage-là, on arrive à faire passer vraiment du learning, pour le coup, des savoir-faire, auxquels on n'aurait pas pensé. C'est-à-dire il y a des choses qui sont explicites, faciles de mettre dans des boîtes, puis il y a des choses qui sont complètement implicites, et qu'on capture seulement quand on raconte des histoires. Et donc il faut créer les conditions, je pense vraiment, dans les organisations, que les gens se transmettent d'animal à animal, si je puis dire, dans le monde du réel et du vivant, dans le travail, parce que ça va beaucoup plus vite. Explique-moi comment tu fais ça, tiens, on a une réunion, tu pourrais nous raconter comment tu as fait ça. Voilà. Et je pense que ça va beaucoup plus vite que n'importe quel système de formation qu'il faut avoir pour les grands trucs, les promotions. Ça, vous l'avez mis en place au sein de L'Oréal, Oui, ce principe de... Absolument, on a commencé continue, à travailler déjà sur un premier élément qui me semble vraiment important, c'est d'avoir une approche positive des gens. Les gens, on appelle ça le growth mindset, ça a été étudié aussi avec Carol Dweck, il y a des bouquins très intéressants là-dessus, c'est-à-dire quand on part du principe que les gens ont des forces et que chacun a des forces, il est plus efficace de pousser les forces que de travailler, de corriger là où on n'est pas bon. Et là, on peut vraiment exploiter le potentiel des gens. Et comme on voit, et d'ailleurs dans tous les reportages qu'on a pu voir et les interventions, que la multidisciplinarité va devenir quelque chose de critique, on voit bien, voilà. Donc on voit bien que dans les équipes, pouvoir se dire, mais toi t'es bon là-dedans, tu pourrais pas nous aider à faire ça, mais toi t'es bon là-dedans, tu pourrais pas nous aider à faire ça. Donc de partir du principe que tout le monde sait faire des choses et qu'on a une attitude positive. Et déjà ça met chacun des personnes dans une attitude positive par rapport à son développement et l'envie de partager. Je pense que ça change tout. Il ne faut pas juste travailler sur des solutions de learning digital, présentiel, etc., mais aussi sur le mindset des gens et la culture de travail du quotidien. Tout à fait, et de créer des conditions favorables à ces échanges. C'est-à-dire de créer des espaces d'échange qui peuvent être informels, parce que on sait que là, et on est bien sur de l'interaction humaine, on n'est pas sur de l'interaction avec un e-learning ou un simulateur, on est bien sur de l'interaction humaine, où quand on sait créer des espaces où les collaborateurs échangent entre eux, discutent entre eux, on sait que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'en a pas forcément la maîtrise, on ne peut pas forcément le mesurer, mais on sait que ça existe et on sait que la richesse et l'apprentissage est là aussi. Donc on a une responsabilité de créer les conditions en fait pour que ça arrive. Alors sur cette dimension collective, courir, on n'y arrive pas. Sur cette dimension du collectif dans la formation, c'est un point très important, Dominique Turc, hein, de créer les conditions collectivement pour se former, pour apprendre. Oui, absolument. Alors, l'un des fondateurs de Danone appelait ça la nécessité de frottement. Il fallait qu'on se frotte dans l'entreprise. Et chez L'Oréal, on a des salles de confrontation. De confrontation dans le bon sens, c'est-à-dire où il fallait qu'on confronte ces idées, qu'on les mélange, qu'on en fasse quelque chose de plus. Donc effectivement, et ça c'est très difficile en visio, donc c'est quand même important de se retrouver. Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on revient finalement aux fondamentaux du fonctionnement de notre cerveau. Alors, ici on dit neurosciences, en réalité on devrait dire sciences cognitives, parce que dans neurosciences il y a beaucoup d'autres choses, notamment il y a Elon Musk qui veut nous mettre un truc dans le cerveau pour connecter notre cerveau à un ordinateur. On n'en est pas là. Bon. Voilà. Donc on est vraiment au sens cognitif, autrement dit la façon dont fonctionne notre cerveau pour acquérir et échanger des connaissances. Bon. Et clairement il ne fonctionne pas tout seul. Depuis qu'on est né jusqu'à notre mort, il va fonctionner grâce et avec les autres. Donc effectivement, il faut inventer cette façon de travailler. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tous des cerveaux différents. Tout à l'heure, Sylvie mentionnait que certains ils apprennent mieux en voyant des choses, d'autres en les écoutant, etc. On a tous des cerveaux différents. Et ce qui est extraordinairement intéressant et utile aujourd'hui, c'est dès qu'on commence à comprendre cette différence, on va pouvoir adapter aussi nos relations, nos façons de travailler ensemble. On va pouvoir commencer à voir nos propres biais. On est bourré de biais cognitifs. Alors, l'un des problèmes des biais cognitifs, c'est que on voit bien ceux des autres, on ne voit pas les siens. Et donc, c'est là où le collectif est extrêmement intéressant. Des exemples de biais cognitifs qui sont les plus courants que l'on rencontre en entreprise? Oh, il y en a des tonnes, mais je laisse... La conformité sociale, hein, je vais faire pareil qu'eux, ou je vais faire ce que je pense qu'il faut que je fasse pour être récompensé, par exemple. Je vais me conformer à ce que sont les bonnes pratiques en entreprise, ça c'est courant.
Mais si vous voulez, effectivement, hein, l'interdisciplinarité, elle est absolument indispensable, ne serait-ce que par le fait qu'un cerveau, ça prend 37 000 décisions au jour. Avec l'ensemble des interactions qu'on peut avoir, je crois qu'on visionne à peu près 330 fois par jour nos smartphones. Il va falloir quand même trouver des trucs et astuces pour essayer de prendre ces décisions en parfaite conscience et pas prendre des décisions de manière automatique. Donc l'interdisciplinarité est la solution en fait pour je dirais partager justement les décisions et faire en sorte que ces décisions soient le mieux prises possible. Mais il y a un deuxième effet aussi, hein, je pense, dans les processus cognitifs. On a parlé d'apprendre à apprendre, mais l'enjeu il est aussi sur apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que se remettre de la charge, on parle beaucoup de santé mentale, hein, et nous on l'étudie de manière assez profonde, il faut se décharger cognitivement. Et se décharger cognitivement, c'est arrêter de continuer en fait à travailler sur les choses qui n'ont plus de sens dans le récit dans lequel on est, ou plus, je dirais... La capacité à prioriser, finalement. Exactement. Mais désapprendre, ça veut dire aussi oublier des choses, c'est-à-dire ne plus faire des choses. Ça veut dire, et cela est aussi, je dirais, à mettre en relief, vous parliez tout à l'heure de retour d'expérience, mais il y a aussi la capacité à se projeter. C'est-à-dire qu'il y a le retour en arrière, mais il y a aussi le pas en avant qu'on doit faire. Hein. C'est le feedback et le feed-forward. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais en fait de l'expérience que j'ai vécue dans le futur. Et si je devais faire autrement. C'est ça qu'on appelle les soft skills en fait. Hein. Ce sont ces allers et retours en fait dans des schémas cognitifs qui m'amènent à mieux me développer en toute conscience. Alors, on a parlé beaucoup des personnes qui sont formées. Qu'en est-il des formateurs? Eux aussi doivent s'adapter, hein, parce que les choses vont très très vite. Mais tout à fait, le format du formateur que tout le monde connaît, c'est-à-dire un peu au format professeur sachant et qui délivre un message descendant, ça fonctionne toujours, hein, c'est pas disparu, mais je veux dire, on en a besoin. Mais on évolue quand même beaucoup vers plutôt un rôle de guide ou d'accompagnateur, pour que justement le collaborateur apprenant puisse trouver dans l'ensemble des ressources qui sont à sa disposition et l'ensemble des modalités possibles, lesquelles correspondent le mieux à son besoin et à sa façon d'apprendre. Et donc c'est en ce sens où le rôle du formateur et des responsables formation générale et des managers, je dirais aussi, évolue beaucoup, puisqu'ils deviennent plus des accompagnateurs et des guides que des transmetteurs directs de savoir ou de savoir-faire. C'est vraiment accompagner le collaborateur pour qu'il se développe par lui-même, qu'il aille lui-même identifier les bonnes ressources ou qu'il choisisse les bonnes ressources ou les choisir avec lui ou avec elle pour justement les mettre en œuvre et puis avoir, comme le disait tout à l'heure aussi, ça a été dit tout à l'heure, c'est de dire je regarde ce que j'ai fait dans le passé, ça m'a amené où aujourd'hui et comment je l'utilise pour avancer dans le futur. Et être en permanence sur ce schéma de ok, j'ai besoin de ça, mon objectif il est par là, je veux avancer comme ça, je suis motivé, j'ai cette dynamique, cette envie d'apprendre, mais je ne peux pas y aller tout seul. Je suis autonome, je peux, mais je ne peux pas y aller seul, et on est dans de l'interaction, dans de l'accompagnement par les pairs, par tout ça, dans l'ensemble de ressources qui est inimaginable au niveau formation, au niveau tutoriel, au niveau tout ce qu'on veut, qui est vraiment florissante. Moi, je dirais qu'il y a un double mouvement. Complètement d'accord avec François sur ce mouvement de la professionnalisation des responsables de formation. En fait, on touche le changement, le système. Enfin, ça devient des métiers passionnants. Moi, j'invite les gens à rejoindre ce métier-là parce que c'est un métier extraordinaire d'accompagnement et de réinvention de demain et de prospective, etc. Donc, on a ce mouvement-là. On commence à avoir vraiment des gens très intéressants, spécialistes de pédagogie, s'intéressent aux biais cognitifs, à tout ce qu'on s'est dit. Et il y a un deuxième mouvement, moi je l'ai observé chez L'Oréal sur les 2 dernières révolutions qu'on a vécues, la révolution digitale et en ce moment le green, la révolution sur la sustainability, c'est qu'en fait c'est les opérationnels qui prennent en charge des heures de formation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a réussi à former 50 000 personnes, 60 000 personnes, c'est parce qu'on demandait aux experts, qui sont les patrons, les opérationnels, les gens qui sont dans le métier, de consacrer 20% de leur temps, comme un objectif, 20% de leur temps à développer les autres. C'était intégré dans leurs objectifs. Ça fait partie de leur job. Et ça, je pense que là, ça permet d'aller très vite et très loin, parce que ce sont des opérationnels qui parlent de leur expérience. Et le responsable formation, à ce moment-là, vient en support pour aider sur la pédagogie, pour les aider à prendre la parole en public, à faire du storytelling,
à animer une salle. Voilà. Donc en fait, c'est un duo, mais je crois vraiment beaucoup à la transmission opérationnelle des savoirs et de l'expérience. Alors, Dominique Turc, on va se projeter un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que ce sujet, on pourra en parler pendant des heures. Je vois que vous êtes passionné et très enthousiaste. Si on se projette dans le monde de demain, voire d'après-demain, vous avez un peu évoqué la biologie, mais qu'est-ce qui se dessine en matière d'évolution des modes d'apprentissage? Alors, est-ce qu'on va avoir une puce dans le cerveau? Non, on n'est pas encore là. Non, j'espère que non, mais bon, on ne sait jamais. La science avance tellement vite que peut-être bien on pourrait leur mettre des puces bientôt, ou de prendre des pilules comme dans Matrix. Mais on va voir pas mal de choses arriver, mais on ne les verra arriver que si on respecte cette dimension humaine qu'on vient de souligner. Elle est absolument fondamentale. Elle était hier, elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain. Donc là, il y a même pas de discussion possible là-dessus. Et c'est extrêmement important parce qu'on a tendance quelquefois à l'oublier. Et tout un paquet de startups vous propose des systèmes de learning sans hommes. Bon, ça marche pas, ça marchera jamais. Donc il faut absolument qu'il y ait ça. Je crois qu'il y a un point que soulevait Sylvie qui est extrêmement intéressant, c'est celui de la formation des non-formateurs. C'est-à-dire le manager moyen, n'importe qui. Et ça veut dire aussi qu'il faut les évaluer là-dessus. Moi, j'ai été surpris quand je suis entré chez McKinsey de voir que 20% de mon évaluation, c'était est-ce que j'avais fait passer mon savoir aux autres. Ah bon? Je pensais que j'étais évalué sur mes compétences. Non, sur mes compétences de faire passer les savoirs. Et en fait, ça, il faut le mettre partout. Donc, on a vraiment une dimension humaine ici. Bon, alors après, on va avoir un certain nombre de choses qui vont arriver bientôt. Je pense que les sciences cognitives, c'est vraiment extrêmement important. Faut pas les négliger aujourd'hui. C'est quelque chose qui va nous permettre d'être plus indépendants individuellement, qui va nous permettre de mieux comprendre comment faire passer nos savoirs, qui va nous rendre possible la compréhension de nos propres biais et donc notre façon de désapprendre, parce qu'en fait, ne pas être capable de désapprendre, c'est avoir un biais. C'est le biais que le passé, mes anciennes connaissances sont toujours bonnes. Mais non, c'est pas vrai. Bon. Et donc là, on va avoir dans les 5 à 10 prochaines années, c'est en train d'arriver extrêmement rapidement en ce moment, des vraies consciences de comment est-ce qu'on peut mieux apprendre, comment est-ce qu'on peut mieux transmettre, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre individuellement et collectivement. Alors, pourquoi je distingue bien les deux, c'est que je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas avoir nos propres biais, mais on peut aider les autres à avoir les leurs. Et les autres peuvent m'aider à avoir les miens, évidemment. Si vous avez le temps, je vous conseille une pièce de théâtre extraordinaire qui s'appelle 12 hommes en colère. Il y a un film qui a été fait aussi, mais la pièce, elle passe à Paris en ce moment, ça vaut le coup. Où, en gros, c'est un jury de 12 personnes qui décident de condamner à mort quelqu'un, et puis ils y réfléchissent les uns après les autres, et ils finissent par se dire, bah non, peut-être qu'il ne faut pas le condamner à mort. À la fin, on ne condamne pas à mort. Et la dernière scène en particulier est extrêmement intéressante. C'est tous des biais cognitifs. Il y a 12 biais cognitifs, d'accord? Donc des gens qui veulent condamner cette personne à mort parce qu'il est noir et les noirs sont pas bien, parce qu'il est jeune et les jeunes sont pas bien, etc., etc., etc. Et la dernière scène, il reste un membre du jury à convaincre, et il s'excite en disant, mais moi je les connais les jeunes, c'est tous des salauds, je le sens le couteau là dans mon ventre. Et là l'animateur principal dit, mais attendez, mais c'est pas votre fils hein, dont on parle là, c'est quelqu'un qui est accusé. Et là la personne s'effondre en disant, en comprenant qu'elle avait effectivement fait une projection sur ce jeune, peut-être assassin, en tout cas cette personne qui était accusée, de son propre fils qui lui avait été extrêmement désagréable. Donc c'est tout bête un biais cognitif. Donc là je pense que dans les 5 à 10 prochaines années, ça va être extrêmement important, qu'on va être aidé par l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous aide énormément à comprendre tout ce qui est en train de se passer, y compris nos biais cognitifs, d'accord? Et puis assez rapidement derrière, la biologie. Alors aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup, mais dans les 10 ans, vous allez voir que la biologie va prendre une importance considérable. Je pense que dans 10 ans, on aura tous une carte d'identité de notre ADN qui donc indiquera un certain nombre de choses. Et bien peut-être parmi ces choses, il y aura notre capacité à apprendre, notre capacité à travailler en groupe, etc. Donc là, on va le voir, on a des révolutions extraordinaires. Les 10 prochaines années vont être vraiment extraordinaires. Alors, Olivier Fronti, vu de votre point de vue, c'est ce monde d'après-demain. J'adhère complètement à tout ce que vient d'évoquer Dominique, et en particulier la place de l'humain dans sa capacité à apprendre. Hein. Je pense que effectivement on se laisse parfois embarquer dans des systèmes très complexes où finalement on n'a plus la main et on se laisse porter par des dispositifs. Hein. J'évoquais Warcraft, mais qui certes développe des compétences, des soft skills, mais qui à long terme en fait n'apportent plus rien. Donc un des enjeux, en tout cas peut-être complémentaire, c'est celui de la mesure.
On a eu pour habitude dans les ressources humaines de mesurer la performance de chacun et peut-être que l'auto-diagnostic qu'on peut se porter à soi-même peut permettre d'identifier nos propres potentiels. Et je pense qu'une des révolutions, c'est celle de la mesure et la mesure de l'impact. C'est qu'est-ce que mon comportement en fait peut avoir comme impact sur les autres, peut avoir un impact sur l'environnement, avoir un impact sur mon travail, sur mon propre développement. Et cette connaissance-là, en fait, elle est très faible. Alors, si on posait la question de savoir comment est-ce que vos cerveaux fonctionnent, vous savez mieux comment fonctionne votre moteur de voiture que votre cerveau vous-même. Et donc cette question d'apprendre de soi-même et de pouvoir derrière dégager des capacités, non pas de performance, enfin pas que de la performance, mais du potentiel et du potentiel atteignable, c'est ça la révolution aussi du futur qui va l'accompagner. Très bien. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. Je vais vous demander de rester encore quelques minutes parce qu'on a en tout cas une question qui est remontée via la web app. Alors, on va peut-être l'afficher, je vais vous la lire. La place de plus en plus importante que prend la digitalisation ne fait-elle pas apparaître le risque de perdre la transmission des savoir-faire manuels et opérationnels de certains métiers du BTP devenus de ce fait moins attractifs? Donc, c'est une question pour vous, Françoise Soeur. Alors, enfin, de mon point de vue, nos métiers ne sont pas forcément moins attractifs, puisqu'on, je veux dire, on a quand même beaucoup de nos collaborateurs, de nos compagnons, et même au niveau des ingénieurs, ce qui les attire chez nous, c'est vraiment ce côté concret. C'est vraiment ce côté multisensoriel, comme disait, c'est je touche, je sens, je le vis avec la météo, enfin voilà. Donc tout ça, je pense que ça, on touche quand même aussi un public qui a une appétence pour ça. Donc nos métiers restent intéressants. Et la digitalisation, par contre, pour moi, effectivement, peut attirer un nouveau public qui pouvait peut-être percevoir nos métiers comme peut-être vieillots ou difficiles, alors qu'on a beaucoup d'aides et de soutien qui sont apportés grâce à la digitalisation, grâce à la mécanique, grâce à des mécaniques de plus en plus intelligentes. Vous pouvez voir des machines ici qui ont des assistances qui sont extraordinaires. Donc ça a un impact, c'est sûr. Moi, ce que je souhaite et de ce que je vois, c'est que le regard sur nos métiers également change et évolue, grâce notamment à la digitalisation et à tout ce que ça nous apporte. Mais on continue, on bascule pas, comme je disais tout à l'heure, on bascule pas d'un seul coup dans tout le digital, parce qu'on peut pas, même si le béton 3D ça existe et qu'il y a des essais où il y a des maisons qui ont été faites en béton 3D, on a quand même besoin de maçons. Je veux dire, les routes, je ne connais pas un seul robot capable de construire tout seul une route. Donc on a besoin de l'homme. On a besoin de l'homme. On a besoin de gens qui humainement interviennent et physiquement avec leur cerveau, comme on disait, et qui ont cet usage, je veux dire, global alors je ne travaille pas du tout dans les sciences connectives, mais global de l'être humain, et physique, et mental, et moral, et émotionnel, où là on touche à l'ensemble de la capacité de l'humain qui est en action, qui est en activité. Et ça, je pense que là-dessus, on aura toujours besoin de personnel comme ça. Voilà, bon, j'espère que vous avez bien répondu à cette question. On n'a a priori pas d'autres questions provenant de la salle, donc on arrive au terme de cette table ronde. Il me reste à vous remercier vivement pour ces échanges très riches. Merci également à tous pour votre attention. Et pour clôturer cet atelier, je vous propose de découvrir la fresque qui a été réalisée par d'autres dessinateurs. Une fresque qui reprend en images et en dessin, pas l'intégralité, mais une partie de nos propos. Merci à tous et merci pour votre attention. Au revoir.